Bienvenue à toutes et à tous. Donc je me présente Édouard Dinkel, je suis un des associés du groupe André. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui malheureusement n'est pas très sexy, mais néanmoins très important. Donc c'est sur la réglementation générale sur les données personnelles. C'est un sujet dont on commence seulement à en entendre parler, mais qui va être d'application dès le mois de mai. Alors, comme on l'a dit à certains d'entre vous, ça ne va pas être dès le lendemain que tout va être chamboulé, mais néanmoins, il va être nécessaire de mettre en place un certain nombre de choses dans vos entreprises, un certain nombre de procédures. C'est ce qu'on appelle le choc de la simplification. On nous en rajoute toujours, mais donc l'idée c'est que vous soyez informés au niveau de vos entreprises de toutes vos obligations. Donc pour cette réunion d'information, on a le plaisir d'accueillir la société Réseau Concept qui se présentera tout à l'heure, et puis également le Syntec numérique qui va vous expliquer toutes ces obligations. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux. D'abord, merci à notre hôte, le groupe André, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous expliquer succinctement, parce que l'essentiel c'est que nos juristes évoquent le sujet de la RGPD, le pourquoi du comment nous sommes ici aujourd'hui. En fait, j'ai le bonheur d'avoir deux casquettes. D'abord d'être le fondateur et le président du groupe Réseau Concept, et d'autre part d'être le délégué régional de la branche professionnelle du numérique qui s'appelle le Syntec numérique. Donc, comme nous avons la chance d'être l'un des acteurs au niveau national, j'entends le Syntec numérique évidemment, d'être l'un des acteurs au niveau national de l'application de cette fameuse réglementation européenne, et que nous avons la chance d'avoir à la fois notre directeur général et l'une de nos juristes, éminentes juristes, je leur laisserai le plus de temps pour d'abord vous présenter les enjeux pour vos organisations, vos entreprises, et puis ensuite, surtout également pour répondre à vos questions, soit collectivement, soit après pour les questions d'ordre privé, individuellement, vous pourrez vous adresser à Chloé ou à Laurent. En deux mots, notre groupe, donc, je l'ai créé en 1986, alors pour ceux qui sont bourguignons franc-comtois, vous notez l'accent franc-comtois, mais je suis immigré en Bourgogne depuis maintenant bientôt 18 ans. Et notre métier est très simple. En fait, nous sommes infogérants, c'est-à-dire que nous exploitons l'informatique de clients privés, d'entreprises privées et d'organisations publiques. J'ai d'ailleurs dans la salle le plaisir d'avoir plusieurs clients pour lesquels nous infogérons cette informatique. Alors nous sommes évidemment, à la fois en tant qu'infogérants et en tant que sous-traitants, les premiers concernés par la réglementation générale européenne, puisque, par exemple, le groupe André nous confie une partie de ces données, donc nous sommes en charge de sécuriser et de mettre en conformité avec cette réglementation. Alors, en fait, simplement, pour certains de nos clients qui sont ici, nous avons progressé depuis quelques semaines, puisqu'on a eu le plaisir de se voir il y a à peu près un mois à Dole. C'est la troisième et dernière conférence que nous faisons avec le Syntec sur ce sujet-là. Nombreux vous avez été à nous demander de vous accompagner sur la thématique mise en œuvre de la RGPD dans vos entreprises. Donc, on est en phase finale avec le groupe André et Laurent Fournier, l'un des associés, et puis également un cabinet d'avocats pour constituer une structure et surtout une réponse, une offre de service ad hoc sur le sujet qui soit adapté à vos structures d'entreprise, en sachant que nous allons de l'entreprise unipersonnelle à des groupes qui comptent des centaines, voire des milliers de salariés. Donc il va falloir pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, en sachant que la réglementation s'applique aussi bien de l'entreprise unipersonnelle jusqu'au groupe mondial, et d'une manière parfois beaucoup plus restrictive à l'entreprise personnelle qu'au groupe mondial. Vous le verrez tout à l'heure dans l'essence de la réglementation. Bon, toujours est-il que, pour terminer mon propos, nous avons une date butoir théorique, puisque, pour les plus informés, la loi a été votée il y a 3 semaines, passée au Parlement il y a 3 semaines. Donc les décrets d'application sous le contrôle de Chloé ne sont pas encore parus aujourd'hui. Ils sont, je crois même, pour certains encore en cours de rédaction. Donc ça nous laisse à vous et à nous un petit peu de temps pour nous mettre en conformité. Simplement, vous allez le voir à l'issue de cette réunion, enfin on échangera tout à l'heure ensemble, c'est que le plus compliqué, c'est pas tant l'application de la règle. L'application de la règle qui est essentiellement tournée vers le numérique, mais pas que. Quand on nous demande par exemple, pour garantir les données, de les crypter, pour les informaticiens, si on en a dans la salle, et pour mon entreprise dont c'est le métier, crypter des données, c'est excessivement simple. Mais quand on nous demande par exemple d'identifier tous les traitements manuels d'informations personnelles dans une entreprise,
ça devient paradoxalement beaucoup plus compliqué. Mais je laisse le soin à Laurent d'abord de présenter peut-être en quelques mots le Syntec et puis ensuite à Chloé de nous expliquer tout cela. Merci en tout cas de votre présence. Merci. Moi, je peux vous ça, ah oui. Oui, ça sera après. Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes contents d'être ici avec Chloé, à la demande de Jérôme. Syntec Numérique, c'est un syndicat professionnel qui regroupe 2000 entreprises, donc c'est un très gros syndicat, qui font à peu près en France, uniquement en France, 55-60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui représentent 450 000 personnes. Alors pourquoi Syntec Numérique s'occupe du RGPD, parce que le Syntec Numérique finalement représente toutes les professions qui sont dans l'immatériel, dans le service, dans le logiciel, finalement tous les gens qui manipulent des données, si j'exclus les gens qui fabriquent des équipements matériels ou les opérateurs de télécom. Donc nous, contrairement peut-être à ce qui a été dit précédemment, ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille sur le RGPD, puisqu'on a même travaillé à l'époque où la réglementation s'est discutée au niveau de Bruxelles, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on s'est engagé de manière résolue dès septembre l'année dernière dans un tour de France pour faire en sorte que nos adhérents, d'abord nos adhérents bien évidemment, mais aussi les clients de nos adhérents, soient vraiment en conformité avec le RGPD dès le mois de mai. À ce titre-là, on est vraiment très très heureux d'être là et n'hésitez pas, comme il n'y a pas tellement de monde finalement, à être relativement, on va faire une session un peu interactive, je pense, Chloé, s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet-là. L'objectif, c'est quand même que là, vous ayez, peut-être pas forcément la réponse à la question qui était posée sur le slide, serez-vous prêt le 25 mai 2018, mais c'est que déjà, en partant d'ici, vous sachiez quoi faire, vous sachiez finalement quel est le premier pas ou le prochain pas que vous devez faire, parce que finalement, l'enjeu, c'est de se mettre en route. Je ne vais pas dire que c'est un long pèlerinage comme Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ce que va regarder la CNIL, déjà tout de suite pour vous détendre, ce que va regarder la CNIL, c'est finalement les entreprises qui sont rentrées dans la démarche. Elles ne sont peut-être pas forcément en conformité avec le règlement au mois de mai, mais si déjà elles ont commencé la démarche, ça sera déjà bien. Ça c'est un point très important. Deuxième chose que je vais revenir aussi sur la personne qui a fait la première intro, je suis désolé, je ne vais pas... Il est reparti, je peux y aller. En fait, nous on considère que le RGPD c'est plutôt une opportunité. Je vais être un peu vulgaire, j'espère que Jérôme ne voudra pas, c'est pas un emmerde. C'est plutôt une opportunité. Ça permet finalement de revisiter tout un tas de processus dans l'entreprise, de revisiter beaucoup de choses qui se font. Parfois, on oublie de savoir comment elles se font, pourquoi elles se font, où sont les éléments d'information, etc. Donc pour moi, c'est plutôt une opportunité qui finalement permet aux clients de nos adhérents, et à nos adhérents bien évidemment, de progresser, parfois d'avoir des nouvelles idées, d'améliorer les processus opérationnels, de développer des nouvelles offres même parfois. Donc pour nous, la manière avec laquelle on présente cette réglementation, c'est absolument pas anxiogène, c'est plutôt positif et optimiste. Pour nous, on y voit plutôt une possibilité finalement de faire progresser l'entreprise. Et l'image que j'emploie souvent, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la démarche qualité. Pour ceux qui sont rentrés dans une démarche qualité, certains peuvent voir ça comme oh là là, ça va être compliqué, ça va nous prendre du temps, il va falloir faire tout un tas de choses, etc. Mais en fait, quand on rentre véritablement de manière active dans la démarche qualité, c'est plutôt un progrès pour les collaborateurs, c'est plutôt un progrès pour les clients, c'est plutôt un progrès pour le management. Et je pense que le RGPD, pour moi, c'est la même chose. Donc, je vais passer la parole à Chloé, qui est dans notre équipe en charge de toutes les questions des adhérents. On l'a recrutée au mois de décembre, donc pour elle, c'est encore un peu la guerre des étoiles, parce qu'elle ne s'attendait pas à trouver ça chez Syntec Numérique. Mais je sais que vous serez gentil et amicaux avec elle dans vos questions. Et Chloé va nous parler déjà, je pense, d'un état de l'art et après on va traiter des aspects pratiques. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi, je prenne le truc. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation de la réforme RGPD. Donc, il faut vraiment comprendre qu'elle s'applique à toutes les entreprises, il n'y a pas d'exception à partir du moment où une entreprise va traiter des données personnelles. Alors, l'objectif de cette présentation, ça ne va pas être de rentrer dans le détail des dispositions du règlement qui comprend plus de 99 articles, donc ce ne serait pas suffisant le temps qu'on a ensemble aujourd'hui, mais de vous dresser un panorama des principaux changements qui vont s'appliquer à vous en tant que responsable de traitement et éventuellement sous-traitant pour les entreprises. Donc,
Tu veux pas le micro? Enfin, Je peux te donner un micro. Parce que je pense que tu as... Il faut que tu... Il y a un bouton en dessous. Je sais pas, vous entendez bien dans le fond ou pas? Ouais, c'est peut-être... Voilà. c'est peut-être Ouais, ça ira mieux. Super. On aura plus d'impact J'ai comme ça. plein de trucs de Tu veux peut-être que je zappe? Non, Ça va c'est aller? bon. Bon. Donc, alors, attendez, juste vérifier. Vas-y. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on le précise, c'est un texte qui a pour objectif de moderniser les règles en matière de protection des données personnelles. Alors, les données personnelles, ce sont toutes données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, à titre d'exemple, le nom, le prénom, l'adresse mail qui serait, par exemple, pour moi, mon adresse mail, c'est caoulou@syntec-numérique.fr et à mon nom, donc ça permet de m'identifier. Les adresses IP aussi de connexion sont des données personnelles. La rémunération de vos salariés est considérée comme une donnée personnelle, donc le champ est très vaste. Il est aussi important de savoir ce que n'est pas une donnée personnelle, par exemple, l'adresse mail contact@syntec-numérique n'est pas une donnée personnelle, parce qu'on ne peut pas identifier une personne. Voilà, donc le règlement s'applique au traitement de ces données et aux entreprises qui sont établies au sein de l'Union européenne. Et la nouveauté, le règlement va aussi s'appliquer en dehors de l'Union européenne lorsqu'un citoyen européen est visé par un traitement des données. Donc le champ d'application est très vaste. Ensuite... Tu veux qu'on zappe ça? Tu peux peut-être Non, il voulait pas. Si, c'est peut-être mieux. Non. Un petit signe. Bonjour l'assistant. Ouais, c'est toujours mieux. Alors, comment? Donc, ce règlement remplace la directive 95, parce qu'il faut préciser qu'on ne part pas de rien. En France, il y a une loi depuis 1978 sur les données personnelles, et au niveau européen, on avait cette directive qui s'appliquait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Donc le règlement s'inscrit dans la continuité de cette directive, mais va réformer beaucoup de principes que je vais vous expliquer un peu mieux après. Donc le choix du règlement, c'était pour uniformiser au niveau de l'Union européenne l'ensemble des règles qui s'appliquent à tous les pays, et aussi l'idée est de protéger au maximum les citoyens de l'Union européenne. En France, là en ce moment, il y a une loi qui n'est pas en cas parce que le Sénat est en discussion sur le texte de cette loi qui va rentrer en vigueur, et il sera important pour les entreprises de la consulter également parce que certaines on va dire, dispositions du règlement sont laissées libres aux États, donc il y aura quelques spécificités qui ne sont pas encore précisées puisque le texte n'est pas encore en vigueur. Alors, le règlement sera applicable à partir du 25 mai 2018, donc c'est très prochain. Et c'est pour ça qu'on fait cette présentation. Donc, comme je vous le disais au début de ma présentation, tout le monde est concerné. Donc, les entreprises en tant que responsables de traitement, c'est-à-dire l'entité qui détermine les moyens et les finalités du traitement. À titre d'exemple, par exemple, si vous collectez des données sur vos fichiers, sur vos clients, et que vous avez un fichier spécifique qui regroupe les noms, les prénoms, les téléphones, les numéros de téléphone de vos clients, et que ce fichier va servir à les contacter, à recenser, je ne sais pas, quel client est intéressé par tel process, vous déterminez les moyens, le fichier et les finalités de ce traitement. Donc, à ce titre, vous êtes responsable de traitement et le règlement s'applique à votre cas. Il y a également les prestataires, donc le secteur du numérique est très concerné. Imaginons que vous hébergez pour le compte de votre client un fichier qui va regrouper les données personnelles de ce client. Vous avez la casquette de sous-traitant. Et le règlement s'applique. Le secteur public également est concerné, donc l'État, les collectivités territoriales, etc. Bon, avant de passer à ça, il y a un autre changement majeur et qui montre l'importance d'être en conformité en mai 2018, c'est les sanctions administratives qui sont extrêmement alourdies et qui peuvent être prononcées par la CNIL, qui est l'autorité de protection des données personnelles en France. Donc c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. À titre d'exemple, la CNIL elle peut actuellement prononcer des sanctions qui peuvent s'élever jusqu'à 150 000 € d'amende. Donc c'est pas grand chose par rapport à 4% du chiffre d'affaires total.
Et il ne faut pas négliger aussi le risque judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un risque pénal avec des peines d'emprisonnement et des amendes et des risques civils, dommages et intérêts, parce que les personnes concernées peuvent maintenant aller en justice face aux responsables de traitement si le constat est fait que le traitement de leurs données n'a pas respecté les obligations du règlement. Donc les enjeux sont très importants pour les entreprises. Donc maintenant je vais vous présenter en fait les principales obligations. Comme je vous le dis, je vais vous parler de vos enjeux et en fait il y a certains chapitres que je ne vais pas aborder, notamment tout ce qui a trait aux droits des personnes. Mais c'est important de vous expliquer que ce droit est renforcé, notamment le droit à l'information, des droits qui existaient avant, mais le droit d'accès, le droit de suppression, de rectification de ces données personnelles. Et il y a un nouveau droit qui est créé, qui est le droit à la portabilité des données. Donc je vous le dis pour que vous l'ayez à l'esprit, mais ce ne sera pas l'objet de cette présentation. On va parler de vos obligations. En fait, les obligations du responsable de traitement, elles ont pour but de mettre en place des mesures organisationnelles et techniques qui vont permettre de prouver à la CNIL que vous êtes en conformité, que vous respectez le règlement, et qui vont aussi permettre d'identifier et limiter les risques liés au traitement des données à caractère personnel. Donc, les principales obligations, ce sont l'obligation ou non de désigner un délégué à la protection des données personnelles, la possibilité et parfois l'obligation de faire un registre des traitements, les concepts de privacy by design and by default, la sécurité du traitement, l'analyse d'impact et la notification des violations. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est un ensemble cohérent. On va commencer par le délégué à la protection des données personnelles. Non, c'est pas ça. Non, en fait, après, c'est pas détaillé. Peut-être continuer. C'est pas dans l'ordre. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de, Ah ouais, de bon, tant détails pis, c'est que pas ça. grave. Ouais, Ok. en fait, il faut que La tu... dernière fois, pardon. Alors, le règlement prévoit que le responsable du traitement va désigner un délégué à la protection des données personnelles. Alors, ce délégué, il sera en charge de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données au sein de l'organisme qui l'aura désigné. Donc, à titre d'exemple, le délégué va vous donner des avis pour respecter le règlement. Il va contrôler si les traitements sont conformes aux obligations du règlement et ça va être aussi le point de contact avec les autorités de contrôle. Donc sa désignation elle est obligatoire dans 2 cas. Si vos activités de base vont vous amener à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, et également si vos activités de base vont vous amener à traiter à grande échelle des données dites sensibles. Donc les données sensibles, ça va être toutes les données biométriques, génétiques, relatives à la santé, à la vie sexuelle, à l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques et également les convictions religieuses, philosophiques ou l'appartenance syndicale. En fait, ce sont des données qui, si elles étaient hors de contrôle, pourraient amener une personne à voir sa vie privée menacée, tout simplement. Donc les organismes, ça c'est intéressant, peuvent désigner un délégué soit en interne, soit en externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délégué doit être indépendant. Donc ses missions ne doivent pas créer un conflit d'intérêts avec sa mission de délégué. En fait, le délégué ne peut pas, par exemple, déterminer les finalités et les moyens du traitement. Un chef d'entreprise ne peut pas avoir la casquette de délégué. Tout ce qui est, on va dire, des postes assez haut placés dans une entreprise, ça peut créer ce conflit d'intérêts. Voilà. Alors, finalement, même si vous ne désignez pas de délégué à la protection des données, il est quand même recommandé de documenter la raison pour laquelle vous n'allez pas le désigner. Et en plus de ça, c'est quand même mieux de désigner un chef de projet, un chef de file, qui ne sera pas forcément délégué, mais qui va être le référent dans votre entreprise pour toutes les questions qui ont trait aux données personnelles. Ensuite, on va passer au registre des traitements. Donc, le responsable des traitements va devoir tenir un registre des activités de traitement qui seront effectuées sous sa responsabilité. Le registre, c'est un document qui doit être sous format écrit et qui va regrouper plusieurs informations. D'abord, le nom du responsable de traitement, éventuellement, s'il en existe un, le délégué à la protection des données. Ensuite, les finalités du traitement, c'est-à-dire
à quoi sert le traitement. Par exemple, pour un traitement RH, je fais de la paie, la finalité c'est de pouvoir payer mes salariés. Donc c'est pas si compliqué des fois à identifier, et ça permet aussi de voir que des fois on fait un traitement et on ne sait pas pourquoi. Donc peut-être c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est intéressant le règlement, parce que ça peut permettre de revoir ses process et le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc il y a aussi les catégories destinataires, les transferts des données en dehors de l'Union européenne, si possible les délais prévus pour l'effacement des données, parce que maintenant, sous l'empire du règlement, on ne peut pas conserver les données indéfiniment. Déjà, si on les conserve indéfiniment, on ne peut pas de base garantir leur intégrité. Des choses comme ça. Donc il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et enfin, ce qui est intéressant avec le régime de traitement, c'est que ça fait partie de cette mesure technique qui permet d'identifier les risques. C'est un bon point de départ déjà pour savoir tous les traitements qu'on fait au sein de notre entreprise et de pouvoir prendre des décisions à partir de ce tableau qui regroupe énormément d'informations. Alors cette obligation ne s'applique pas aux entreprises qui ont moins de 250 salariés, mais elle connaît des exceptions. La première exception, c'est si le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes. Ensuite, c'est s'il n'est pas occasionnel. Donc ça, c'est une exception qui est très restrictive. Et enfin, s'il porte sur des données sensibles, telles que je vous l'ai expliqué auparavant, ou des données relatives à des condamnations pénales ou des infractions. Donc les exceptions elles sont tellement restrictives qu'il est quand même conseillé, quelle que soit la taille de son entreprise, de tenir un registre. Pour avoir un modèle, le site de la CNIL en propose un, et vous avez également, alors la CPVP ça s'appelle, c'est l'autorité belge, donc ça vous permet d'avoir deux modèles différents, et il y a des détails à chaque fois pour créer ce registre. Ensuite, il y a le concept de privacy by design and by default. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une obligation, mais c'est plutôt l'esprit du règlement, le privacy by design. C'est-à-dire que les entreprises, à partir du 25 mai, doivent prendre en compte ce nouveau principe de protection des données dès la création d'un nouveau projet ou une entreprise qui va se créer aujourd'hui. Normalement, on ne doit pas avoir de défaut de protection des données. Et il y a aussi le concept de by default, c'est-à-dire que on collecte les données pour le strict minimum, le strict nécessaire. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir tant d'informations que ça sur la personne, ou est-ce que le fait d'avoir que son nom et son prénom, ça suffit à atteindre nos finalités? C'est l'idée de ces deux concepts. Donc l'exemple, ça va être par exemple de favoriser des menus déroulants, des cases à cocher, plutôt que des zones de commentaires libres. On contrôle un peu mieux ces process. Ensuite, il y a la sécurité. Alors c'est un aspect vraiment majeur et essentiel du règlement. C'est-à-dire que le responsable de traitement doit mettre en œuvre toujours ces mesures techniques et organisationnelles appropriées, et il faut les documenter, afin de garantir un niveau de sécurité adapté, donc par l'intermédiaire de votre DSI, direction de DSI, pardon, ou du responsable informatique. Et l'idée, c'est de protéger les données à caractère personnel contre un accès frauduleux ou un traitement non autorisé, de prévenir la perte ou les dégâts, les risques qui peuvent résulter de la destruction. Donc, généralement, quand même, il y a déjà une politique de sécurité dans l'entreprise, mais il va falloir la formaliser, parce que si la CNIL vient vous contrôler et que vous ne savez même pas ce qui est mis en place dans votre société pour assurer la sécurité, déjà, ça commence très mal. Parce que c'est ce que regarde la CNIL, elle est très attentive à ces questions de sécurité. Il y a aussi l'idée de gérer les habilitations. Vos salariés, l'ensemble des salariés n'ont peut-être pas besoin d'accéder à tous les fichiers de données de caractère personnel. Donc cette réflexion, ça peut faire l'objet d'un code de conduite ou une charte informatique qui va s'appliquer à vos salariés. Ensuite, donc ça va être la sécurité des traitements peut être liée à cette idée de privacy by design, by default. On va faire tout au long de la vie de votre entreprise, donc c'est pas que au 25 mai ou une fois, en fait, le règlement, ça s'applique tous les jours, et c'est l'idée que l'entreprise va régulièrement s'auditer pour vérifier la fiabilité de sa politique de sécurité.
Donc, la mise en œuvre concrète de cette obligation, elle va bien entendu varier en fonction des risques et de l'activité de l'entreprise, de la portée du traitement, puis aussi la faisabilité technique, parce que on ne peut pas garantir une sécurité infaillible. Ça, on connaît en plus avec l'évolution des techniques, forcément, c'est pas possible pour une entreprise, mais il faut faire du mieux qu'on peut. À cet effet, on passe à la prochaine obligation qui s'appelle l'analyse d'impact. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui n'existait pas avant en France. C'est-à-dire que lorsqu'un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, en tant que responsable, vous allez devoir faire une analyse d'impact, c'est-à-dire regarder l'impact que peut avoir votre traitement sur ces personnes. Si l'analyse elle relève que le traitement il présenterait un risque élevé et que même si vous prenez des mesures, ce risque reste présent, vous devez contacter la CNIL. Ensuite, en fait, le règlement il prévoit une liste un peu non exhaustive, bien entendu, de traitements qui sont soumis à l'analyse d'impact. Donc, par exemple, les traitements à grande échelle sur des données dites sensibles sont soumis à cette analyse, automatiquement. Normalement, la CNIL va bientôt mettre à disposition des entreprises une liste des traitements soumis à une analyse d'impact, mais elle a déjà mis en ligne un logiciel pour réaliser cette analyse et elle a créé 3 méthodes, enfin c'est 3 livrets qui sont très bien faits, qui vous détaillent les étapes pour faire une analyse d'impact. Donc je vous invite à aller les consulter. Une toute petite précision, Chloé. À tous les participants, nous vous enverrons à l'issue un email avec un espace sécurisé sur lequel vous allez pouvoir récupérer ces bases documentaires et ces outils. Et puis les transparents d'ailleurs. Elle est transparente de la présentation aussi. Merci, pardon. Je t'en prie. Et enfin, on peut passer à la dernière obligation principale, ça va être la notification des violations. Comme je vous le disais, la sécurité des traitements, c'est parfois, même si on fait de son mieux, c'est compliqué à garantir, ça peut aller très vite, hein, par exemple, avec votre salarié perd son ordinateur, perd une clé USB, c'est déjà une violation des données à caractère personnel. Donc en cas de violation, qui serait susceptible, il faut quand même bien préciser, d'engendrer un risque pour les droits et les libertés, le responsable de traitement va devoir le notifier à l'autorité de contrôle, donc en France la CNIL, dans un délai, si possible, de 72 heures, après en avoir pris connaissance, hein, cette violation. Donc cette violation va être formalisée. Il va falloir préciser la nature de la violation des données, les mesures qu'on a prises pour y remédier, etc. Et si cette violation, elle est vraiment... Voilà, il y a trop de risques pour les droits et libertés, vous allez devoir informer la personne concernée par cette violation dans les meilleurs délais. Ce qui n'existait pas avant, et ce qui est recommandé, en tout cas par les autorités de contrôle, mais je ne sais plus si ça fait l'obligation d'un article dans le règlement, c'est de consigner les fuites. D'avoir un petit tableau où on dit, bah voilà, tel jour, j'ai eu une coupure de courant. Bon, ça n'a pas forcément été un risque pour les droits et les libertés, mais les consigner, ça peut aussi permettre, lorsqu'on va faire un audit de sécurité, de voir qu'il y a certains éléments sur lesquels on va devoir retravailler sa politique. Enfin, et ça c'est la prochaine slide, il y a aussi, voilà, il y a un peu 2 volets. Il y a le responsable de traitement, je vous ai présenté l'ensemble des obligations, et le sous-traitant. Le sous-traitant, avant, avait seulement une obligation de sécurité, sous l'empire de la directive de 1995. Aujourd'hui, il se voit imposer 2 nouvelles obligations, notamment la désignation, le cas échéant, d'un délégué à la protection des données personnelles, donc dans les mêmes conditions que celles que je vous ai présentées, la tenue d'un registre de traitement pour les traitements qu'il effectue pour le compte du responsable. Donc ce qu'on va devoir remplir dans ce registre, c'est plus léger qu'un registre de responsable de traitement. Il y a moins de mentions. Il y a le nom et les coordonnées du sous-traitant, de chaque responsable de traitement et les catégories de traitement qui sont effectuées pour le compte de chaque responsable. Donc on va être moins précis. Quand on dit catégorie de traitement, ça pourrait être collecte, par exemple un cabinet de comptabilité qui va effectuer le paiement pour une entreprise, il va peut-être mettre Syntec numérique, catégorie de données, catégorie de traitement, pardon, traitement pour la paix. Alors que chez Syntec numérique, on va mettre pas traitement pour la paix, mais par exemple
fiche de paie, feuille d'absence, ça va être beaucoup plus précis. Alors que le sous-traitant, il n'a pas besoin de rentrer dans ce degré de précision. Sinon, s'il a mis le client, il s'en sort pas. C'est pour être pratique. Enfin, c'est toujours aussi cette idée de sécurité de traitement, et ça c'est très important chez les sous-traitants parce qu'ils ont cette obligation d'assurer la sécurité des données dont ils vont assurer la sous-traitance pour le compte du responsable de traitement. Mais ça fait vraiment l'objet de tellement de nouveautés que je ne pourrais pas tout vous expliquer aujourd'hui malheureusement. Enfin, il doit aussi notifier les violations qu'il a eues au responsable du traitement dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de cette notification. Et l'idée, c'est qu'il y ait quand même une bonne relation entre le responsable de traitement et le sous-traitant et que celui-ci l'aide à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes. Par exemple, vous êtes une entreprise où un de vos clients va vous demander où sont mes données, combien de temps sont-elles conservées. Là, vous allez contacter votre sous-traitant pour savoir où est-ce qu'il héberge les données, est-ce qu'elles sont sous-traitées chez quelqu'un d'autre, et ça permettra de répondre à la personne et qu'elle puisse exercer son droit. Enfin, là, c'est votre obligation en tant que responsable de traitement. Quand vous allez choisir votre sous-traitant, vous devez vous assurer qu'il présente des garanties suffisantes. Donc que celui-ci va respecter les obligations du règlement. Et cette relation doit être formalisée dans un contrat. Parce que le responsable de traitement ne pourra pas déverser l'ensemble de ses obligations sur le sous-traitant, s'il ne l'a pas bien choisi. Voilà. Et enfin, ça c'est très intéressant aussi, c'est qu'il existe maintenant une responsabilité conjointe du traitement. Donc ça, c'est quand les finalités et les moyens du traitement sont déterminés conjointement par un ou plusieurs responsables de traitement. Donc là, c'est contractuellement plus compliqué parce qu'il faut définir de manière transparente les obligations respectives. Alors, comment se préparer au règlement ? La CNIL, elle préconise quelques étapes qui sont au nombre de 6. D'abord, désigner un pilote. Donc, soit on désigne un délégué à la protection des données, soit une personne en interne qui va être en charge de mener les actions pour mettre l'entreprise en conformité. Ensuite, ça va être de cartographier les traitements de données, donc trouver tous les traitements qui sont effectués au sein de votre entreprise. Enfin, il va falloir prioriser les actions à mener en fonction des risques, donc en fonction des pratiques. Il va falloir gérer ces risques pour savoir comment les minimiser et peut-être changer les process par rapport à ces nouveaux risques. Organiser les processus internes, donc comme je vous le disais, ça peut être une charte informatique, revoir ses contrats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a beaucoup. Le CRM, beaucoup de choses sur le CRM. Ah oui, le CRM, les pratiques dans le CRM, le type de données qu'on collecte aussi, tout simplement. Site internet, toutes les applications web qui collectent de la donnée personnelle. Aussi, les mentions légales, les formations des personnes. Et il va falloir documenter l'ensemble de ces process qui sont revus à jour. Donc par exemple, le registre, ça fait partie d'un type de documentation. Alors, toutes les actions qui sont faites dans le cadre du RGPD doivent pouvoir faire l'objet d'une preuve écrite en cas de contrôle par la CNIL. Tu peux peut-être donner l'exemple de Syntec numérique où pour 20 personnes, on a à peu près une centaine de traitements à peut-être expliquer pourquoi. Oui. Comme c'est toi qui es pilote. C'est vrai. Oui, alors chez Syntec numérique, on est en train de faire notre mise en conformité et à l'issue de la création du registre des traitements, dans lequel on est allé dans un certain degré de granularité parce que le registre ne doit pas être une photographie figée des traitements de l'entreprise. L'idée, c'est pas de le faire une seule fois et puis on range ça quelque part et puis on le ressort 2 ans plus tard. Non, il faut qu'il soit à jour des traitements qui sont faits et chez Syntec numérique, on en réalise à peu près une centaine pour une petite entité finalement de 21 permanents. Et c'est très important que vous puissiez impliquer l'ensemble de vos salariés. Il faut les sensibiliser à cette question parce que
ça ne peut pas être une seule personne dans l'entreprise qui sera en charge de cette question. Tout le monde doit être informé et changer ses pratiques. Parce que si il y a une violation dans les pratiques, vous ne pourrez pas... C'est vous en tant que responsable de traitement qui serez sanctionné, pas votre salarié qui sera à l'origine de cette malversation, on va dire. Voilà. Alors, nous, chez Syntec Numérique, on a beaucoup travaillé pour sensibiliser et informer nos adhérents, notamment par la création d'une page spécifique RGPD qui vous permet de retrouver toutes les informations et les outils qui sont mis à disposition à la CNIL. On est très impliqué dans les débats. On discute énormément aussi avec la CNIL pour défendre les intérêts de nos adhérents. Et enfin, on répond régulièrement aux questions de nos adhérents. On a aussi organisé des conférences juridiques. Tous les deuxièmes vendredis du mois, on fait une conférence web. Donc pour des personnes en région, ça permet de suivre de loin aussi cette actualité. Donc bien sûr, on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions parce que le règlement, il va commencer à s'appliquer. Il y a toute une jurisprudence qui va se créer. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y avait déjà une réglementation avant sur la loi, sur les données personnelles, et donc qu'une entreprise ne pourra pas argumenter si elle n'a jamais rien fait. Le règlement, ce n'est pas apparu par magie. Il y a quand même des droits qui existaient avant, donc il faut garder ça en tête aussi. Voilà. Il y avait la vidéo. Le RGPD, c'est le règlement général relatif à la protection des données personnelles. C'est un texte qui est applicable à partir du 25 mai 2018 et qui est important pour Syntec Numérique, pour nos adhérents, mais aussi pour nos clients. Il introduit un changement de paradigme avec la responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre de la protection des données personnelles, de nouvelles obligations, c'est en effet un texte très technique, et une notion de transversalité pour pouvoir adresser l'ensemble de la problématique. Syntec Numérique est mobilisé depuis longtemps sur le sujet, avec de l'expertise et du conseil aux adhérents. Par exemple, RGPD, dans le cadre du Tour de France qui a porté sur plus de 15 villes en septembre et octobre, a été un sujet central. Dans ce contexte, Syntec Numérique va continuer à accompagner ses adhérents avec un plan de mobilisation articulé autour de 6 actions principales. Alors, nous avons tout d'abord des conférences juridiques sur des sujets ciblés. Nous avons des conférences web mensuelles sur des sujets d'actualité pour répondre aux questions de nos adhérents et des fiches pratiques sur des sujets bien identifiés. Nous avons également un outil d'aide à la rédaction des clauses contractuelles, un référencement des membres de Syntec Numérique qui propose des offres d'accompagnement dédiées autour du RGPD, des contributions au débat autour des modalités d'application du RGPD et à l'élaboration des textes en relation avec la CNIL. En complément de ces 6 actions, Syntec Numérique se dote de moyens complémentaires. Par exemple, le renforcement de l'équipe de permanent de la commission juridique pour mieux accompagner nos adhérents et répondre à leurs questions dans le cadre du RGPD. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter sur syntec-numérique.fr. On rentre dans les questions-réponses. La première question est toujours la plus difficile. Moi, je veux bien prendre la parole. Le jour où j'assiste pour la deuxième fois à la réunion, je me sens déjà un peu plus à l'aise. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de formalisme. Et Chloé, tout à l'heure, elle expliquait le cas de la paye. Je suis responsable comptable dans un groupe hôtelier dijonais. Et je suis choquée d'entendre dire, Chloé, qu'il faut qu'on écrive sur un registre que la DRH ou la responsable paye doit faire la paye, il doit l'écrire sur un registre. Je trouve ça étonnant. En fait, il va falloir écrire tout ce qu'on fait. Non. J'explique ça, je pense, le registre. Non, c'est pas expliquer tout ce qu'on fait, c'est expliquer, consigner toutes les activités qui vont impliquer le traitement de données à caractère personnel. Mais une fois, de manière générique. Juste l'identification de
En fait, chez Syntec Numérique, on a par exemple, pour la partie RH, parce que vous êtes dans la partie RH, on a 16 traitements qui comportent des données personnelles. Donc on a fait un outil avec Chloé, enfin c'est surtout elle qui l'a fait d'ailleurs, le E, et on a listé les 16 traitements. Une fois qu'ils sont documentés, à chaque fois que je lance un traitement lié aux éléments variables de paie, etc., je ne vais pas refaire des écritures. En revanche, si un jour on change un des traitements, si un jour on ajoute un traitement, etc., là on retourne dans le registre des traitements et on fait la modification. Donc simplement... On le fait une fois. On le fait une fois, voilà. On met la date et on le... Voilà, nous, le registre des traitements, on l'a fait il y a 15 jours maintenant. Il est finalisé. Alors pour Chloé, pour le faire quand même de manière exhaustive, elle a une approche que je trouve astucieuse. Je ne vais pas dire que c'est la bonne approche pour tout le monde, mais on est reparti des fiches de mission de tous les permanents, enfin de tous les gens qui travaillent chez Syntec Numérique, et on s'est rendu compte, heureusement qu'on a fait ça, parce qu'on ne soupçonnait pas, par exemple, que rien que pour la partie RH, on avait 16 traitements qui comportaient des données personnelles. Moi, spontanément, en tant que DG, j'aurais dit, bon, on en a un ou deux, quoi. On a les CV qui traînent, grosso modo, pré-recrutement. Parce que nous, par exemple, on avait des CV qui traînaient encore de gens qui nous avaient posé leur candidature, hein, tout simplement. Et puis après, j'aurais dit, spontanément, on a toutes les données de paye et c'est tout. En fait, on a 16 traitements. Et une fois qu'on les a documentés, c'est terminé en ce qui nous concerne, sauf si on change ces traitements. Le fait de le retranscrire sur un registre les sécurise. Non, c'est justement... Non. Ah oui. Alors En fait, ça ne va pas les sécuriser. C'est juste que le registre, ça permet de savoir tous les traitements qu'on fait dans l'entreprise. C'est une étape, ce n'est pas l'ensemble de l'application du règlement. À partir de ce registre, l'intérêt, c'est imaginer, pour les traitements RH, la durée de conservation, parce qu'on pourrait dire traitement RH et puis on s'arrête là, et on n'en a qu'un et puis on se sent rassuré. Mais ce n'est pas l'intérêt parce que vous allez devoir déterminer des durées de conservation. Vous allez devoir expliquer aussi quels sont les processus de sécurité qui sont mis en place par rapport à tel traitement. Donc avec le registre, vous allez pouvoir savoir ce qui est mis en place. Pour les données, par exemple les CV, combien de temps on les conserve, où est-ce qu'ils sont, qui est en charge de conserver ces CV, etc. C'est cette idée-là du registre. Enfin, je pense que les deux, vous avez quand même raison, parce que si on prend cet exemple-là, que des CV, qui est une partie très simple et qui n'engage pas énormément l'entreprise. Pour autant, dans la description du traitement, il va falloir identifier tous les collaborateurs, non seulement les services, mais tous les collaborateurs qui sont susceptibles de pouvoir accéder à ces CV. Donc autant vous dire, et là c'est l'informaticien qui parle, qu'il y a l'aspect juridique fondamental, c'est la base de tout. Pour autant, derrière, il y a la partie opérationnelle. Lorsqu'un CV arrive, par exemple, sur votre site internet, première chose, il faut que les mentions légales du site internet précisent, stipulent quel est l'objet de la collecte de ces CV et le traitement que vous allez en faire. Ça n'existe quasiment dans aucun site internet. Vous faites de la collecte de CV, point barre. On suppose que c'est pour le recrutement. Là, ça devra être décrit dans le site internet. Ensuite, ces CV vont être mis sur un serveur. Il y a aujourd'hui 98% de nos clients qui ne respectent pas les règles de sécurité imposées par la certification qui s'appelle ITIL. 98%. Donc autant vous dire que lorsqu'une fois qu'on va dire il y a le traitement des CV, le traitement des payes, je vous affirme que 98% des organisations publiques et privées dans le monde ne respectent pas les règles qui nous sont imposées ici. Changement de mot de passe. Les mots de passe pour accéder ne serait-ce qu'à votre session utilisateur informatique. Aujourd'hui, ils doivent être sur un certain nombre de positions en alphanumérique avec des caractères spéciaux. Je ne vais pas faire de sondage tout de suite pour savoir qui a ce type de mot de passe. Ils doivent changer toutes les semaines. On pourrait faire un autre sondage. Qui change toutes les semaines ses mots de passe? Derrière, dans le serveur qui va stocker ces CV, qui y accède? Alors, c'est plus de la fonction et de la responsabilité de la DRH que vous êtes. C'est plutôt de la responsabilité du DSI, du directeur des systèmes d'information, de l'informatique pour faire simple. Mais vous le voyez bien que cette réglementation, comme l'évoquait tout à l'heure, à la fois Chloé et Laurent, est transversale. Et la grande difficulté dans cette affaire, c'est que le DPO que vous allez nommer, qui sera en interne ou en externe, donc c'est l'objet des discussions qu'on a en ce moment, puisque beaucoup de nos clients nous disent c'est pas notre affaire, DPO. En plus, le DPO qui est en interne, il protège absolument pas la structure, puisque celui qui reste le responsable de l'application de la réglementation, en l'occurrence, c'est le président, le représentant de la personne morale. Et le DPO, n'oublions pas qu'il ne peut pas être en conflit d'intérêt avec la personne responsable, enfin la personne représentant la personne morale. Donc c'est excessivement compliqué. Et là-dessus,
il faudra par exemple mettre en place du cryptage. Entre autres, pour les gens qui ne font que ça, il faudra nécessairement que tous les CV et le traitement de ces CV soient cryptés. Et que derrière, quand même, il soit indiqué que il y a monsieur Dupont, Durand, etc., qui peut accéder à ces CV. Donc, il faut quand même aller à la fois dans une représentation simple, un inventaire simple des traitements, mais après, il va falloir quand même rentrer dans le dur. Quand vous externalisez la paye, ou par exemple, la plupart d'entre vous, vous utilisez des logiciels de paye pour réaliser vos bulletins de salaire. Ça sous-entend que vous l'avez vu, votre éditeur de paye, vous devez lui demander, s'il n'est pas venu proactivement vers vous, vous devez lui demander qu'il vous garantisse formellement que le programme de paye que vous utilisez est conforme à la réglementation. Entre autres, que les bulletins de salaire qui transitent entre le programme de paye et le salarié qui reçoit son bulletin de paye dématérialisé, que ce bulletin de paye et le traitement est crypté. Je connais déjà 4 programmes de tête qui ne le sont pas. Donc ça, il faudra que... c'est pas à vous de le faire. Sauf que c'est votre sous-traitant, et c'est à vous, client du sous-traitant, quand même de vérifier, comme l'a dit tout à l'heure Chloé, que ce sous-traitant fait bien ce métier. Donc la tâche, elle est quand même, surtout dans des groupes importants comme le vôtre, où il y a à la fois plusieurs sites, plusieurs enseignes, plusieurs contrats, plusieurs sociétés. Ça, il faut que ça soit déployé non seulement sur la holding de tête, mais sur l'ensemble des structures. Donc la tâche est quand même un peu importante. Je termine juste sur l'exemple de Syntec numérique, parce que nous, on a mis 2 mois, à peu près, et Chloé n'a pas fait ça à plein temps, pour identifier à peu près les 120 processus de traitement, ou les 120 traitements de données. Mais c'est vrai, je rejoins sur ce que tu dis, le travail n'est pas fini, puisqu'après, on est en train de regarder tous nos contrats avec les sous-traitants. Nous, on a à peu près une dizaine de sous-traitants importants par rapport à notre activité. On a d'un côté des adhérents qu'on peut assimiler à des clients, finalement, puis après 20 salariés, hein, nous, les petites structures. Et après, il faut quand même regarder aussi la sécurité. Même nous, enfin, Syntec numérique, on se devait d'avoir une bonne sécurité. On va quand même faire un audit de sécurité pour être certain quand même, au regard du RGPD, qu'on est en conformité. Je vais juste prendre un dernier exemple pour vous dire qu'on a trouvé plein de trucs. Et moi, je ne soupçonnais pas. Je pensais par exemple que dans le CRM, il y avait à peu près toutes les données sur les adhérents. Et Chloé, en faisant les fiches de mission, en allant voir les uns et les autres, elle s'est rendue compte que mon assistante, pour organiser les dîners avec les grands présidents, parce qu'on fait des dîners assez régulièrement avec les grands présidents, des gens comme Paul Hermelin, Capgemini, etc., eh bien, elle a un fichier Excel, elle a tous les noms et prénoms des assistantes des présidents avec leur téléphone perso et leur téléphone portable. Bon, mais ça, heureusement, entre guillemets, c'est pour ça que je disais, moi, le RGPD, pour nous, c'était plutôt une chance. Ça nous a permis d'identifier ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'elle va faire un dîner de président, il va falloir qu'elle aille cocher des choses. Simplement, on l'a mis dans les traitements de données qu'on avait, et on a mis une durée de traitement. C'est-à-dire que tant que le président est actif, enfin, il y a tout un tas de règles qu'on n'avait pas avant. C'est pas très compliqué. Il ne faut pas en avoir peur, et je pense que pour le dirigeant d'entreprise, c'est une chance d'éclairer mais plein de choses qui se passent dans l'entreprise. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas en faisant, moi j'ai fait moi-même DG, entre guillemets, la supervision de Chloé, parce que je voulais vraiment m'impliquer, à peu près ce que je disais à Jérôme, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parce que ça m'a permis, comme quand on a fait la qualité chez Syntec numérique, mais de découvrir plein de trucs que je ne soupçonnais pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il ne faut pas qu'on réponde un quart d'heure à chaque question, sinon on va vous frustrer. Bonjour. Ma question est sur le rôle d'un sous-traitant informatique, justement, qui est donc du coup concerné puisqu'on fait du traitement de données toute la journée. Nous avons des clients avec leurs obligations, leurs futures obligations à RGPD. Nous-mêmes en tant que sous-traitants, est-ce qu'on est accompagné de manière technique et spécifique là-dessus? Je suppose qu'on a peut-être plus d'obligations. Est-ce que ça fait une différence? Accompagné par qui, vous voulez dire? Aujourd'hui, par exemple, c'est le Syntec, donc je suppose que ça fait partie des organismes. Oui, alors nous, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup, les sous-traitants. Parce que, on va dire, alors, la CNIL a édité un guide à destination des sous-traitants. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout ce qui est indiqué. On se bat beaucoup, tu peux le dire. Oui. Pour équilibrer le balancier, c'est-à-dire que le balancier soit au centre, parce qu'en fait, il y a des grands clients qui veulent que toutes les responsabilités soient sur leurs sous-traitants, qui sont nos adhérents. Donc bien évidemment, on fait un gros lobbying actuellement au Sénat auprès de la CNIL, parce que nous, l'objectif, c'est vraiment que le balancier soit au centre. Oui, que ce ne soit pas l'occasion de
créer un déséquilibre contractuel. Alors, on a donné une conférence juridique sur ce point, sur les obligations en tant qu'éditeur de logiciels et surtout le point de vue sous-traitant. Le conseil quand même qui en ressort, c'est de se préparer en tant que sous-traitant et de bien documenter ce que le responsable de traitement peut être amené à vous demander, notamment tous les aspects sécurité. C'est un bon argument quand même en tant d'éditeur de savoir ce que vous allez proposer sur les aspects sécuritaires et aussi savoir ce que vous ne pouvez pas accepter de la part du responsable de traitement. Mais c'est quand même un aspect très global. Ce qu'il faut dire, c'est que le sous-traitant, ses obligations à l'issue du RGPD, dans sa relation avec le responsable de traitement, ça va être d'assurer la sécurité des données qu'il va collecter, de respecter les indications documentées du responsable de traitement. Donc le sous-traitant doit aussi demander au responsable de traitement de lui documenter des indications. Il ne faut pas commencer à faire une prestation sans avoir ces instructions de la part de votre responsable. Et aussi bien savoir les finalités derrière le traitement, et aussi préciser que ça dépend aussi, parce qu'il y a tellement de situations dans le monde du logiciel qu'il est dur d'entrer dans les détails, mais un éditeur qui va construire un logiciel, si son responsable de traitement décide qu'il va les utiliser pour une autre finalité, là, le sous-traitant ne peut pas l'arrêter. Par contre, il y a des obligations qui sont claires. C'est la sécurité, c'est aider le responsable de traitement pour l'analyse d'impact, et aussi l'aider dans la réponse des questions des personnes concernées. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Ce que je voulais juste dire, c'est que ça se valorise, hein, c'est des prestations qui se valorisent et qui se vendent. Donc là aussi, il faut plutôt avoir un regard souriant sur l'affaire. Je vais envoyer les chiffres à Jérôme, je pense que vous pourrez les faire circuler, mais chez Syntec Numérique, on a estimé que ça représentait à peu près, sur les 5 prochaines années, 1 milliard d'euros par an de prestations supplémentaires, plutôt pour les adhérents de Syntec Numérique quand même, parce que c'est des prestations qui vont se valoriser, c'est du boulot en plus, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, on travaille beaucoup sur la notion contractuelle, c'est un des points sensibles, et Syntec Numérique, pour ses adhérents, s'il y a des prospects non adhérents dans la salle, n'hésitez pas à adhérer après, hein, on sert de bouclier. C'est-à-dire que pour des petits adhérents, des petites entreprises, parfois ils se servent de nous en disant « mais voilà, cher responsable de traitement, je suis adhérent de Syntec Numérique, donc nous, on est obligé d'appliquer telle clause dans le contrat ». Parce que parfois, quand on est face à des très très grands clients, c'est pas évident quand même de négocier. Je peux le citer, donc je pense pas qu'il soit dans la salle, qu'il m'en voudra pas, c'est l'entreprise de Jérôme. Même Capgemini, qui est quand même un mammouth en France, a des difficultés avec des très très grands clients en France, vraiment des difficultés dans les négociations, parce qu'il y a certains grands clients qui sont dans des domaines très sensibles, des données de santé, des données quand même particulières, ils veulent renvoyer toute la responsabilité chez Cap. Donc on est vraiment, c'est un de nos principaux enjeux chez Syntec Numérique. Tu voulais dire quelque chose? Oui, simplement, étant dans la profession, moi j'y vois quand même un intérêt majeur, c'est-à-dire qu'en France on a essentiellement des petites structures en entreprise de services numériques versus nos Américains, et la plupart de mes confrères aujourd'hui font magnifiquement leur travail sur leur cœur de business. Par contre, par exemple pour l'hébergement des données ou la transmission des données, ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas qu'on oublie qu'on est dans un pays avec une loi très précise sur le système d'information et pour certains sur des professions réglementées. Normalement, par exemple, l'État français, un fonctionnaire français, n'a pas le droit d'utiliser la messagerie de Google. Pour la simple et bonne raison, c'est que les messages de Google sont hébergés sur le continent nord-américain, donc la loi nord-américaine est applicable et ce n'est pas du tout la nôtre. Et entre autres choses, lorsque vous signez les 78 pages des conditions générales de vente de Gmail de Google, vous acceptez que Google regarde et fasse usage du contenu de vos messages. Donc pour ceux qui sont dans des professions réglementées, il faut oublier, c'est totalement interdit. Pour autant, il y a des directeurs d'organisations publiques en Bourgogne-Franche-Comté qui les utilisent. Donc c'est une aberration absolue. Comme la plupart d'entre vous avez des sites internet aujourd'hui. Ces sites internet, on pourrait faire un nouveau sondage, mais on va éviter d'en faire trop aujourd'hui. Où sont-ils hébergés? Comment sont-ils sécurisés? 90% des détenteurs de sites n'en savent strictement rien. De la même manière, si vous m'autorisez, Madame Zanco, à utiliser votre exemple, lorsqu'on a un franchiseur de stature mondiale qui collecte des données personnelles pour votre compte, qu'est-ce qu'il fait de ces données-là? Normalement, elles sont, vous êtes le destinataire, la destinatrice de ces données-là. Pour autant, nous le savons tous les deux, au niveau de la centrale de réservation mondiale, ils ont aussi ces données-là. Qu'est-ce qu'ils en font?
Et c'est vous qui êtes responsable des données qui sont chez eux et de l'usage qu'ils en font. Et il faudra préciser demain, quand vous réserverez votre chambre d'hôtel, que les coordonnées de téléphone, d'email ne seront utilisées que pour réserver la chambre, point. Ou pour recevoir des newsletters. Mais il faudra préciser tout ça. Alors j'ai pris l'exemple de votre groupe, mais c'est vrai pour tout. Pour tous les traitements, ça devra être précisé. Donc quand on dit, non pas d'une manière réactive à la demande du client qui vous dit « qu'est-ce que vous faites de mes données ?» C'est avant, je prends tes données pour faire tel usage, t'envoyer tel magazine, faire telle action marketing. Donc ça va être une nécessité. Et pour le logiciel, pour terminer, parce que c'est quand même un sujet, par exemple Microsoft, enfin j'espère qu'on sera nombreux, et puis que notre Syntec, notre syndicat professionnel le fera, mais lorsque nous faisons un achat de licence Microsoft, donc nous sommes contraints tous de rentrer un certain nombre d'informations, numéro SIRET, j'en passe des meilleurs, et derrière ils savent pertinemment ce qu'ils font de nos ordinateurs. Ils stockent toutes ces données d'usage. Mais par rapport à la RGPD, pourquoi faire? Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne les rendront pas demain, ou qu'ils en feront un autre usage? Vous avez vu là, Facebook, ce qui vient de se passer? Ça, la réglementation, elle est faite justement pour éviter ces usages frauduleux. C'est le terme. J'ai une dernière question. Vous avez indiqué tout à l'heure que au Syntec, vous alliez passer un audit de sécurité. Est-ce que quelque part, dans toute cette course, entre guillemets, à la formalisation de la bonne foi de tout ce que l'on met en place en cas de contrôle de la CNIL, est-ce que justement ces audits de sécurité, on va voir sortir des certifications ou des choses comme ça qui vont nous permettre de justifier de notre bonne foi, puisqu'on sait très bien qu'avec l'informatique, il est impossible de ne pas avoir de problème? Oui, alors, auparavant, la CNIL, elle était des labels. Donc certaines entreprises étaient labellisées par la CNIL. Avec le RGPD, ces labels vont disparaître au profit de certifications. Donc, en plus de la CNIL, il y aura un autre organisme certificateur qui va pouvoir délivrer des certificats. Donc, il y aura plusieurs. C'est en cours d'élaboration. La CNIL a pris un peu de retard. Donc, des organismes qui vont pouvoir délivrer des certificats à d'autres organismes pour dire qu'on est, par exemple, sur le point gouvernance, sur le point sécurité, sur le point formation, certifié RGPD. Donc ça, c'est bien entendu en cours d'élaboration. Après, le danger des certifications, c'est aussi de dire que, parce qu'il y a quand même un coût pour avoir un certificat, c'est que les personnes qui ne seront pas certifiées, peut-être qu'on pourra se dire au préalable, ah, ils ne sont pas conformes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est une solution, bien entendu, puis ça permettra d'uniformiser les pratiques, et ça va venir. Voilà, c'est ça. Je vais compléter en 2 secondes sur ce qu'on fait, parce qu'on travaille depuis 2 ans avec l'ANSSI, puisque dans notre métier d'informatique, il y a une agence nationale de sécurité informatique. Donc l'État a mis en place depuis des années cette structure qui est justement en charge de définir les règles, enfin les bonnes pratiques et les règles associées pour la sécurité des traitements de données et de la sauvegarde des données. Donc nous travaillons notre entreprise depuis 2 ans avec l'ANSSI sur la certification des centres d'hébergement, puisque votre serviteur est propriétaire de 3 centres d'hébergement, 2 en France et 1 aux États-Unis, enfin au Canada pour être exact. Et jusqu'à présent, je suis, comment dire, un peu exaspéré, puisque lorsque je propose des prestations, je me retrouve en concurrence contre des Américains, contre des Européens, qui n'ont pas le même niveau de prestations et de certification. Nous sommes certifiés ITIL. Donc on a un premier qui est là, on va dire le référentiel informatique mondial. Bon, on est le seul en région, mais il n'est pas très connu et il n'a pas de valeur juridique France. Par contre, avec l'ANSSI, on est en train de le faire. Sauf que ce qui m'effraie d'un certain côté, c'est que nous devons nous adresser à la totalité des entreprises et des organisations françaises. Or, aujourd'hui, l'ANSSI nous met des règles de certification qui vont très bien parce qu'on les respecte, sauf que, par exemple, pour les techniciens, toutes les communications doivent se faire au niveau 2, c'est-à-dire Ethernet. Internet, on oublie. Il faut que le plan d'adressage soit strictement privé. Aujourd'hui, 100% des gens dans la salle ont des connexions Internet et des adresses publiques. Donc le niveau de certification pour avoir une garantie certifié à 100%, nous oblige de monter à un niveau technique, nous informaticiens, qui est tout simplement impossible pour la plupart des entreprises. Donc il va falloir trouver, et là-dessus c'est là où on a la chance d'avoir notre syndicat de branche,
qui défendent nos intérêts, parce que derrière aussi on vous demande la portabilité. Par exemple, vous êtes éditeur de logiciels? Nous, on est dépanneur informatique. Oui, d'accord. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qui est précisé au niveau de la RGPD, c'est que normalement les données, vous avez une messagerie Outlook. Demain, vous allez prendre une messagerie Lotus. Ce qui est demandé aux éditeurs, c'est que le client, quelque part c'est pas négatif, vous puissiez prendre vos données et 2 minutes après les mettre sur un autre logiciel. Ou votre comptabilité. Vous êtes chez Cégide, vous voulez passer chez Sage, en 2 minutes vous prenez les données de Cégide pour aller chez Sage. Vous qui êtes une spécialiste du sujet, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. C'est plutôt 2 mois, voire 2 ans. Qu'on soit content d'avoir une norme avec un fichier FEC qui est standard, qui est Voilà. par tout le monde, donc là, pour se... On a mis combien de temps pour l'avoir le fichier? FEC, Ouais. ça, 2 ans. Donc bon, on va mettre un peu de temps. Mais c'est tous les enjeux. Par contre, la dernière chose, pour ne pas abuser du temps de réponse, c'est quand même fondamental, parce que la question de la sécurité, aujourd'hui, au-delà de la réglementation de la donnée personnelle, c'est la sécurité de vos systèmes d'information. Nous avons en permanence, nous recevons des virus, avec des hackers derrière, donc qui rentrent dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure pour les contrecarrer. Je reçois un fichier, un email avec un fichier .doc ou .xls, je l'ouvre, ça me plante et ça me crypte toutes mes données, il n'y a pas de parade aujourd'hui. Enfin, autre que la parade humaine de dire « Ah, qu'est-ce que c'est ce message, je ne l'ouvre pas ». Et derrière, vous avez tout qui est crypté et tout qui se retrouve justement quelque part ailleurs, et là, vous êtes dans les 4% la peine 4% enfin, du chiffre d'affaires. voilà, 4% du chiffre d'affaires, avant de commencer. Ah, il y a encore une question ici. Vous parliez tout à l'heure de contrat, justement. Quelles vont être les clauses à insérer, je ne sais pas, notamment dans les contrats de travail, dans les contrats avec des clients, avec des prestataires de services, sur ces données personnelles, sur... Est-ce qu'il faut juste les avertir qu'on collecte des données? Est-ce qu'il faut leur dire lesquelles, pourquoi? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des clauses types? Je ne sais pas. Alors, ça va dépendre. Pour le contrat de travail, là, on tombe dans la situation de l'information des personnes. Donc, c'est pas obligé, enfin, ça me paraît pas très pertinent de le mettre dans un contrat de travail, parce que si les traitements dont votre salarié fait l'objet évoluent, ça signifie faire un avenant pour tous les contrats de travail. Donc c'est peut-être mieux de les préciser dans une charte informatique que tous les salariés devraient signer, bien entendu. Et là, ça fait partie de l'information des personnes. Donc vous allez devoir indiquer à votre salarié, par exemple, pour continuer dans cet exemple, donc quel traitement, enfin, les données que vous collectez sur lui, donc nom, prénom, l'ensemble des données qui sont collectées, pour quelle finalité, avec quels moyens, combien de temps elles sont conservées, les droits dont il dispose, donc droit d'accès, de rectification, de suppression, la portabilité, donc l'informer de l'ensemble de ses droits. Et voilà, globalement, attendez, je vérifie quand même, parce que... Mais je pense que j'ai quand même dit à peu près tout, le droit de rectification aussi, et puis faire en sorte que les données, elles soient actuelles. Donc si votre salarié change d'adresse, il faut qu'il vous informe, par exemple. Ensuite, pour ce qui relève des contrats, là, il y a toujours quand même cette idée ça dépend du prestataire. Si par exemple, vous travaillez avec des consommateurs, il y a différents cas. Mais si c'est un consommateur qui va se connecter, je sais pas, à votre site internet, au moment où vous allez recueillir les données, vous allez devoir l'informer de l'ensemble des informations que je viens de vous dire, et aussi collecter son consentement, avec un consentement express qui peut se prouver explicite. Par exemple, pas de caisse précochée, tout simplement. Et ça, c'est déjà quand même appliqué depuis longtemps. Oui, c'est l'exemple du OK pour les cookies, quoi. Oui, mais les cookies, justement, c'est pas un bon exemple. C'est un très mauvais exemple, parce que on ne donne pas le choix. Si tu ne veux pas accepter les cookies, tu ne peux pas aller sur la page. Et là, ça, c'est l'exemple d'une pratique vraiment hors RGPD. Elle est abusive parce qu'en plus, vous n'expliquez pas, au moment où vous dites « Ok, j'accepte les cookies », vous ne savez pas pour quel est l'usage qui va être fait des données collectées. Donc ça, c'est interdit demain. Un système plus comme
je suis chez Boissé à Nuit-Saint-Georges, donc on est dans le vin, nos sites internet ont un contrôle d'accès à la majorité. Quelque chose plus comme ça, ce serait... Oui, clairement, mais sauf qu'il va falloir être encore plus explicite, puisque là, c'est déjà une bonne chose, mais pour rentrer sur le site, vous êtes conforme à la loi E20. Soit j'ai 18 ans, plus de 18 ans et je peux rentrer, soit j'ai moins de 18 ans et je ne peux pas rentrer. Donc ça, c'est très bien. Mais là, il va falloir expliciter. Si vous mettez des cookies, par exemple, puisque les cookies vont permettre de savoir l'affinité du consommateur avec les vins que vous proposez, ça signifie que quand vous allez mettre en place ces cookies, il va falloir, avant qu'il accepte, lui expliquer que c'est pour tracer son cheminement dans les différentes pages, des différentes régions viticoles, des différentes couleurs, j'en passe, c'est des meilleurs, de manière à pouvoir lui proposer le vin qui lui correspond bien. Enfin, toutes et tous, aujourd'hui, quand vous allez sur une boutique électronique, c'est bizarre, quelques temps après, vous trouvez dans Google les publicités de la boutique dans laquelle vous avez été. Donc clairement, ça veut dire que vous avez été tracé quelque part. On le fait quelque part à notre insu. Nous le savons toutes et tous, mais c'est quand même fait à notre insu. Demain, avec cela, c'est plus possible. Mais j'ai juste une question concernant est-ce que les délais de conservation sont légiférés? Alors, sur ce point, ça va dépendre du type de données. Par exemple, les données, pour les données de paie ou comptabilité, la loi, le Code du travail prévoit des dispositions qui sont applicables. Par contre, pour la majorité des autres données, la durée de conservation, normalement, doit se limiter au temps qu'il vous faut pour effectuer le traitement et la finalité du traitement. Donc une fois que la finalité est atteinte, normalement la donnée ne doit pas être conservée. Si on n'arrive pas à déterminer ce temps, on doit informer la personne concernée de la façon dont on va le déterminer. Donc imaginons, pour vous donner un exemple, vous traitez des données d'une personne qui va participer à un événement. Elle s'inscrit sur Internet. D'abord, comme on l'expliquait avant, vous allez l'informer de l'ensemble des données qui sont collectées, où est-ce qu'elles sont, qui en sont les destinataires, pour combien de temps. Et si vous ne savez pas quelle va être la durée, vous allez leur dire, les données seront conservées pour le temps de réaliser l'événement, et si l'événement doit se reconduire, pour vous recontacter si vous avez bien aimé. Après, il faut quand même avoir du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir, par exemple, pour un événement, on ne va pas garder les données pendant 10 ans. Ça paraît bien trop long. Donc il faut quand même... En fait, il y a cette idée de bon sens. Quand même, moi, je trouve. Voilà. Nous, on en est là. C'est une évolution c'est une évolution majeure par rapport à la loi aujourd'hui qui nous oblige à faire l'opt-in, ce qu'on appelle l'opt-in. Donc, vous demandez au jour d'aujourd'hui, avant le fameux 15 mars, aujourd'hui... 25 mai. Ça fait 3 ans qu'on a quand même en France une obligation vis-à-vis du traitement de ces données commerciales et marketing, c'est qu'on est obligé de demander ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire un accord explicite du client pour que nous stockions les données et que nous en fassions l'usage que nous voulons. Sauf que nous ne lui décrivons pas, l'usage qu'on en fait, on lui dit c'est pour faire du marketing direct, très bien, et 2, on ne lui donne pas accès non seulement à ces données, ou plus ou moins, mais surtout à tout ce que l'on a derrière, parce que la donnée, c'est pas que le nom. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, un consommateur de la maison Boisset, si j'ai un opt-in depuis 4 ans, chaque fois qu'il vient sur mon site, je vais tracer tout ce qu'il fait. Donc j'ai tout son parcours, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience consommateur. Donc globalement, je suis obligé demain de mettre à disposition du consommateur qui m'a autorisé à stocker sa donnée, toutes ces données, c'est-à-dire tout ce qu'il a regardé, tout ce qu'il a visualisé sur le site. Et effectivement, la problématique, c'est quand je le fais pour un événement. On le fait entre autres nous pour le joaillier Mauboussin. Pour tout vous dire, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. On a aujourd'hui une base de données de 650 000 Français, 650 et quelques mille Français. Je n'en ai jamais supprimé un, sauf ceux qui nous l'ont demandé. Demain, globalement, si je respecte, je suis obligé à chaque fois de revenir à zéro. Donc il va falloir qu'on trouve la bonne méthode pour ne pas être contraint, je n'ai pas la solution aujourd'hui, pour ne pas être contraint à chaque nouvelle opération non décrite dans le champ explicite, d'avoir son autorisation. Et là, ça va être un peu compliqué pour les services marketing. Je vais encore prendre l'exemple de Syntec Numérique en 10 minutes. En fait, nous, on a des données qui sont les consultations des adhérents. Il y a 2000 adhérents, je l'ai dit tout à l'heure, et on reçoit à peu près entre 4000 et 5000 questions par an
beaucoup sur le social, aussi sur le juridique, sur le fiscal, mais par exemple pour les consultations sociales, on les garde nous, parce que c'est très utile pour finalement aussi voir les thèmes qui montent, les sujets sur lesquels, en tant que syndicat professionnel, il va falloir qu'on négocie avec les syndicats, etc., etc. Donc une des questions, maintenant qu'on a fait le recensement de tous ces traitements de données qu'on a, c'est un des sujets qu'on doit traiter avec Chloé, mais pas qu'avec Chloé, aussi avec d'autres personnes dans l'entreprise, c'est finalement d'être capable d'avoir une règle et de s'y tenir. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi, chez Syntec Numérique, on a une base assez incroyable, puisqu'on a toutes les consultations depuis la nuit des temps, tout ce que les entreprises, au travers de leurs représentants, nous ont déjà posé comme question, et parfois il y a des questions qui sont quand même à caractère très personnel. Il y a une question, ouais. Oui, on parle beaucoup des clients. Sur la partie CRM que vous avez abordé un petit peu tout à l'heure, on a aussi souvent des fichiers de prospection, où donc là, en général, c'est nous qui allons chercher des données et qu'on va utiliser pour aller voir les gens. Donc là, forcément, ils ne nous donnent pas leur accord. Alors c'est des données qui sont entre guillemets publiques, c'est des données qu'on trouve sur Internet, ou voilà, qui peuvent contenir quelques données personnelles, nom, téléphone, mail. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses, du coup, dans le cadre du RGPD ? Alors, il ne faut pas se dire que parce qu'elles sont publiques ou disponibles sur un réseau social, la personne a consenti à ce que vous l'appropriez et vous l'utilisiez pour vos propres finalités. Il faut quand même partir de ce postulat. Et après, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter, je vous avoue, sur la manière de procéder. Je vais faire un complément parce qu'on s'est intéressé évidemment à cette question. Alors, en principe, les informations de base, comme le nom de l'entreprise, les coordonnées générales de l'entreprise, et donc les mailings généraux que vous allez adresser, en première instance, ils ne vous seront pas reprochés, puisque c'est une démarche commerciale standardisée. Par contre, si l'entreprise ou le représentant de l'entreprise vous dit « stop, ne m'adressez plus aucun message commercial », là, pour le coup, il faudra effectivement le supprimer définitivement. Mais on ne peut pas nous empêcher, nos sociétés commerciales, de faire un démarchage standard. Ça sera accepté. On n'a peut-être pas répondu totalement à votre question tout à l'heure. C'est un peu ça, c'est-à-dire tous nos fichiers clients, on les acquiert sur un événement par exemple, et on veut pouvoir les réutiliser et se rappeler à leurs bons souvenirs. Il faut que ça soit spécifié. Donc au moment où vous collectez l'information, mais là c'est différent. Ce ne sont pas des clients. Là, je fais de la prospection, du marketing de masse, sans identifier, même prospect, client, c'est de l'information générale, peu qualifiée, que je prends et que j'utilise pour mon service marketing. Dans votre cas, parce qu'on parle de clients, mais les fournisseurs, c'est la même histoire. Hein. Tous les tiers sont concernés. Parce qu'à un moment donné, imaginez que vous soyez hacké, ces informations se retrouvent sur Internet, vous allez être mis en responsabilité. Donc quand vous faites une action marketing, il va falloir préciser que ce n'est pas uniquement pour ce salon-là ou cette newsletter-là, mais que c'est pour l'ensemble des communications dématérialisées via newsletter. C'est là où il va falloir, et c'est là où on a la chance d'avoir des grands spécialistes, il va falloir formuler les articles, les conditions générales, et toutes ces conditions, ces mentions-là, juridiquement, il va falloir bien les formaliser et surtout être très vigilant sur la jurisprudence. Parce qu'attention, hein, là il va se passer quelques semestres ou quelques mois où il va y avoir de la jurisprudence. Et c'est celle-là qu'il va falloir, nous, dans nos prestations, immédiatement qu'on les répercute. Parce que la loi, vous allez voir, hein, enfin, une nouvelle fois, les décrets de loi, ils ne sont pas encore sortis, on a le temps de les étudier. Mais après, c'est la jurisprudence qui va structurer, organiser, faire évoluer cette affaire. On a le temps de prendre une dernière question avec Chloé, après on doit repartir, on a le train. Une question. On a beaucoup parlé de tout ce qui est traitement, qui arrive par les sites internet, des formulaires en ligne. Nous, l'activité, je vois madame qui fait partie d'un groupe hôtelier, mais nous, on est hôtelier et restaurateur. On prend des réservations encore à l'ancienne, par téléphone, ça nous arrive. On a quantifié, là, c'est quoi? C'est 5 500 par an. Comment on va traiter un client dont on prend son nom, son prénom, son téléphone, des fois son mail pour lui envoyer une confirmation de réservation? Ça paraît tout bête, mais comment on va traiter cette partie-là de données? Est-ce qu'à chaque fois, on sera obligé de demander au client, est-ce que vous nous autorisez à conserver vos données Alors, moi, ça dépend. Je me dis que si c'est par téléphone, déjà le fait que votre client fasse la démarche active de vous téléphoner pour réserver votre hôtel, il consent à ce que vous traitiez ces données parce qu'il veut aller dans votre hôtel. Ce qui serait peut-être intéressant, je ne sais pas si vous avez un site internet ou pas. Oui.
eh bien, c'est de communiquer sur le site internet. Par exemple, c'est des process à faire. Ça peut être de dire, voilà, c'est ça, d'expliquer quand vous nous téléphonez, les données qu'on va utiliser pour votre réservation, elles sont conservées tant de temps. C'est d'avoir la possibilité pour que la personne soit informée. En tout cas, il ne faut pas qu'il n'y ait rien, en fait, déjà. Mais attention, ça c'est du traitement dynamique. Par exemple, pour notre confrérie, chevalier depuis plus de 20 ans de la confrérie, aujourd'hui, vous avez tout l'historique des réservations au chapitre de votre serviteur. Je n'ai rien fait par Internet, je n'ai fait qu'adresser. Imaginez que le fichier de la confrérie, je ne le souhaite surtout pas, mais soit piraté. Ça permettrait de savoir, pendant quelques années, qui est venu à tel chapitre, potentiellement avec qui. Vous imaginez un petit peu la criticité du sujet. Et enfin, je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le prendre dans chacune de vos entreprises. Et ça, ce n'est pas un traitement informatisé, ça vient d'un traitement manuel. Et ce traitement manuel, aujourd'hui, il rentre en principe pas dans la réglementation, sauf qu'on l'a vu, il rentre effectivement dans son application. Non mais ça s'applique, par exemple, si vous avez que des dossiers papier avec des données, avec des informations, ça rentre. Hein. Non, c'est pas que pour l'informatique, il faut faire attention. Ça ne concerne pas que les traits. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des choses se font par le biais d'ordinateur, mais ça ne concerne pas que l'informatique. Surtout brûler au fur et à mesure. Bah oui, mais clairement, vous recevez un CV papier. D'abord, qui le reçoit, qu'est-ce qu'il en fait? Votre collaborateur en prend connaissance, est-ce qu'il a une clause de confidentialité qui l'engage? Et combien de temps il le conserve? Si vous ne recrutez pas la personne, il n'y a aucun intérêt, sauf si vous dites qu'elle peut être utile pour mon service dans... Là, ça se justifie, mais si vous n'avez pas l'intention de la rappeler un jour, il faut le supprimer. Il faut lui spécifier que vous conservez sur CV. Oui, lors de l'entretien. Oui. Et c'est des process à mettre en place. Merci pour votre écoute. On va vous laisser entre vous, parce que je pense que vous avez fait plein de choses à discuter qui sont spécifiques aux confréries. Merci beaucoup. Juste un dernier mot. Donc, Laurent Fournier, je suis un des associés du groupe André en charge des sites de Besançon et Lyon. On pense à vous effectivement sur ces sujets, puisqu'on est en train de construire. Vous avez vu dans la présentation, il y a un triptyque qui est intéressant, qui est à son concept, c'est un spécialiste d'informatique, de tout ce qui est numérisé, de données, de leur sécurisation, Syntec numérique avec un volet juridique important, et puis le groupe André qui peut être acteur encore une fois sur ce sujet. Le groupe André, sa légitimité sur les sujets, vous avez compris que la démarche RGPD, c'est beaucoup l'analyse de process, de la compréhension des procédures et l'adaptation de ces procédures à cette nouvelle réglementation. Et donc l'idée, c'est bien sûr de construire une offre de service qui vous sera destinée et effectivement dimensionner aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Ça a été expliqué, vous comprenez bien que c'est pas qu'une question de taille, mais quand même, en fonction de votre taille, en fonction du type de données que vous allez collecter, la criticité de ces données, eh bien vous aurez une démarche qui sera plus ou moins lourde. Et donc le groupe André est en train de... Alors aujourd'hui, elle n'est pas complètement finalisée, mais on a déjà quand même pas mal travaillé dessus. Et sur la base de ces trois compétences, l'idée c'est de vous accompagner, encore une fois, sur la mise en œuvre de ce nouveau règlement, dans des conditions d'accompagnement de fiabilité totale et dans des coûts raisonnables. Mais le groupe va communiquer très rapidement sur cette offre de service, c'est une question de jours et de semaines, on travaille depuis un certain temps. Donc, voilà. Vous pouvez compter sur vous, André, pour vous accompagner sur ces dispositifs. Voilà. Soyez à l'écoute, on va communiquer nous aussi assez rapidement sur ces sujets.